salariés dans des immeubles neutres ne serait pas très très différent. De même, L'Oréal rend compte de façon très détaillée de sa consommation d'énergie, de sa consommation d'eau, etc. L'Oréal n'a pas un impact majeur sur l'environnement. En revanche, si on prend Veolia, autre société que je connais un peu, ou Total, ou Renault par ses produits, beaucoup plus que par sa fabrication, l'impact environnemental est majeur. C'est-à-dire que ce critère environnemental est un critère qui est au fond très variable sur les secteurs. Il est suivi partout, et c'est bon. Mais il est essentiel dans certains domaines, il est beaucoup moins important dans d'autres domaines. Je suis sûr que le CIC et le Crédit Mutuel sont exemplaires dans ce plan-là, mais au fond, ce n'est pas le cœur du jugement que de savoir combien de calories ou de watts on consomme par salarié du CMCIC. Bon. Le critère social et sociétal, oui, il est essentiel dans tous les domaines, de façon évidente. Et je voudrais en évoquer deux que je n'ai pas encore évoqués. J'en ai déjà parlé des critères quand j'ai parlé de la politique des entreprises, donc je ne vais pas y revenir. L'un, c'est le sujet du lobbying. Au fond, on peut débattre, et je pense que, moi j'aurais une opinion sur le lobbying. Mais on a parlé de la conférence climat. On a parlé des perspectives, pas parlé de la conférence climat de l'année prochaine, à Paris, qui sera importante, mais au fond, moi je n'ai pas envie d'investir dans une entreprise qui lobby sur l'indifférence au problème du dérèglement climatique. Je n'ai pas envie, je préfère investir dans une entreprise qui considère que la lutte contre le réchauffement planétaire est essentielle. Et ça, c'est pas dans les critères d'investissement. On a vu récemment un certain nombre de grandes entreprises qui ont dit nous prenons position pour une politique de réduction des gaz à effet de serre. Et on connaît aussi d'autres entreprises qui lobbyent de façon continue pour ne pas contrôler l'émission de gaz à effet de serre et qui contribuent, qui luttent de façon continue contre toute réglementation environnementale. Bon, ce critère du lobbying, pour moi, est un critère majeur. Je n'ai pas envie, je le dis, de bénéficier ou de soutenir des entreprises qui lobbyent. Deuxième point, il y a un vrai sujet de l'intervention de l'entreprise en matière de prix et de politique produit. On a parlé de pharmacie sur un point qui est la corruption. On peut peut-être aussi parler de la pharmacie sur un autre point qui est le prix des médicaments. Et c'est un vrai sujet qui me paraît encore plus important que la corruption. On a vu le sujet récemment de l'hépatite C. On voit le sujet de certains médicaments. Bon, est-ce que cette entreprise qui fait des produits qui servent la vie humaine fait en sorte que le plus grand nombre possible de personnes qui ont besoin de ces produits en bénéficient ou pas? Donc, certaines entreprises pharmaceutiques ont une politique active dans ce sens. D'autres n'en ont pas. Vous ne voyez pas toujours cela dans les critères de responsabilité sociale des entreprises. Et donc, c'est un point qui est aussi à intégrer dans cette appréciation, qui est l'appréciation de l'investisseur, c'est-à-dire de quelqu'un qui a la capacité et les moyens. Alors, la gouvernance, qui est le troisième thème de ESG, et autrement dit, qu'est-ce que j'attends, moi, investisseur, du fonds d'investissement qui gère mon épargne? Bon, j'attends, je parle en responsabilité sociale, j'attends qu'il rappelle à l'entreprise ou aux entreprises l'importance de ce qu'on appelle les parties prenantes autres que les actionnaires. Mais là, je suis saisi dans une contradiction que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que la majorité des actionnaires sont court-termistes. Et donc, quand on renforce le pouvoir actionnarial, et
eh bien, on renforce la pression du court terme. Et au fond, là, je dirais, à mes yeux, l'équilibre n'est pas encore vraiment trouvé. Il m'arrive d'assister à des assemblées générales. Il y a des questions environnementales. Ils ont peut-être 5% des questions. Il y a des votes. Mais au fond, ces votes sont plus souvent faits sur des critères formels que sur des critères de fond du type de ceux que nous évoquons aujourd'hui. Ces votes, prenons un point où je suis peut-être en nuance par rapport à vous, vous dites telle société est merveilleuse parce qu'il sépare le président du directeur général. J'ai vécu les deux. J'ai jamais été directeur général avec un président. J'ai été soit PDG, soit président avec un directeur général. Bon, je n'ai pas de conviction religieuse sur le sujet. Je ne pense pas que l'un soit intrinsèquement meilleur que l'autre. Il y a des moments où l'un est meilleur que l'autre, l'autre est meilleur que l'un. Bon. On vote aussi sur la rémunération des PDG, ou des DG ou des présidents. Je trouve ça très bien. Mais la pression, c'est de dire cette rémunération doit être bien sûr raisonnable, je trouve ça très bien, et elle doit être liée à des critères de performance. Et les critères de performance qu'on va employer sont le plus souvent des critères de performance locale. Autrement dit, cette pression va de fait avoir pour effet que le président va attacher, s'il attache de l'importance à sa rémunération, ce qui est fréquent, qu'il va attacher plus d'importance au cours de l'action, aux dates d'échéance, aux résultats du trimestre, qu'à des critères, certes importants, mais qui n'ont pas d'impact direct sur sa situation personnelle. Et donc là, il y a encore un équilibre à trouver, parce qu'au fond, tous les actionnaires ne sont pas aussi bien que ceux qui nous rassemblent aujourd'hui. Dernier point, brièvement, sur l'économie sociale et solidaire. Alors, je dois le dire, j'ai dit du bien de CMCIC depuis quelques minutes. J'ai une raison générale, c'est une très bonne entreprise. J'ai une raison particulière, c'est que je préside Initiative France, qui est un réseau d'aide à la création d'entreprises qui, en 2013, a aidé la création ou la reprise de 16 500 entreprises, représentant 44 000 emplois. Donc, quand même, en grandeur. Et cet organisme intervient en accordant des prêts d'honneur, des prêts gratuits et sans intérêt à des créateurs ou repreneurs d'entreprises, ce qui permet à ces créateurs et repreneurs d'entreprises d'obtenir des prêts bancaires qui représentent à peu près 8 fois le montant de nos prêts. Parmi les banques qui prêtent à nos créateurs se trouve le Crédit Mutuel et le CIC, et on s'en réjouit. Et puis dans ces entreprises, il y a des entreprises remarquables. Les 16 500 entreprises que nous avons sont des bonnes entreprises. Il y en a certaines qui, au fond, ont, par une approche managériale vraiment sympathique, par un respect de l'environnement, une activité environnementale particulièrement intéressante, par une volonté de création d'emplois dont nous avons particulièrement besoin, qui sont exceptionnelles. Et nous avons donc décidé de mettre en place des prêts spéciaux, des prêts d'honneur spéciaux, en plus des prêts normaux, pour aider ces entreprises remarquables. Et pour cela, nous avons fait appel à l'épargne salariale solidaire. Et il se trouve que nous avons réuni un pool dans ce domaine, mais que le premier a été le fonds d'épargne salariale solidaire géré par CMCIC Asset Management, et donc je voudrais les remercier. Alors, est-ce que c'est uniquement, au fond, bon, c'est uniquement un geste sympathique du CMCIC? Je ne pense pas. C'est un geste sympathique. C'est un geste, oui. Mais c'est aussi une façon de faire que l'image de la banque soit préservée. De cette banque et de toutes les banques. Et au fond, je pense, j'ai parlé de l'importance des problèmes d'image, on voit que, comme d'autres industries, ou comme d'autres secteurs, la banque a un problème d'image. Et qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de finances participatives. Bref,
de toutes ces façons qui doivent permettre de se passer des banques considérées comme ne faisant pas vraiment leur métier. Je ne vais pas entrer dans cette querelle aujourd'hui. Mais je dis simplement que quand une banque démontre qu'elle aide des entreprises à se créer, et des entreprises remarquables à se créer, elle montre que les banques peuvent parfaitement bien faire le métier qui est le leur. Et donc, je pense qu'elle sert son propre avenir à long terme. Voilà la fin de mon exposé. J'ai été un peu long, mais au fond, comme j'ai des convictions fortes, je voulais essayer de vous les faire partager. Et maintenant, nous avons, si je prends l'horaire, nous avons quand même un temps de questions-réponses, qui j'espère sera possible. Merci.